Le climat qui s'installe progressivement au Mistral en cette journée n'a rien d'un simple moment de tension passagère, mais ressemble davantage à une chape invisible qui s'abat sur tous ceux qui, de près ou de loin, sont liés à l'enquête en cours. Depuis plusieurs heures déjà, Patrick Nebout tourne dans son bureau avec une agitation contenue, incapable de s'asseoir, incapable surtout de faire taire cette sensation persistante que toutes les pièces du puzzle, longtemps dispersées, viennent enfin de s'assembler sous ses yeux, révélant une vérité qu'il aurait sans doute préféré ne jamais avoir à formuler. Ce qui le trouble le plus ne réside pas uniquement dans la gravité des faits, mais dans l'identité même de la personne qui se dessine peu à peu au centre de cette mécanique criminelle. Car derrière les indices, derrière les recoupements et les conclusions logiques, il y a le visage de Noémie, une jeune femme que rien, en apparence, ne destinait à incarner une telle noirceur. Longtemps perçue comme une présence rassurante, presque effacée dans le quotidien de la famille, elle avait su s'imposer avec une discrétion qui, aujourd'hui, prend une dimension inquiétante, comme si cette invisibilité avait été précisément l'arme la plus efficace dont elle disposait. À ses côtés, Jean-Paul Bauer lutte intérieurement avec une réalité encore plus difficile à accepter, car elle touche directement à sa propre fille. Depuis le début de cette affaire, il a vu Lucie s'éloigner de lui, se refermer dans un silence qu'il n'a pas su briser, trouvant refuge auprès de Noémie avec une confiance qui lui semblait alors salvatrice. Ce qui apparaissait comme une relation de soutien prend désormais une coloration troublante, car tout laisse penser que cette proximité n'était pas seulement affective, mais qu'elle répondait à une stratégie plus profonde, presque méthodique. Dans ce contexte, la décision de réentendre Lucie s'impose comme une étape cruciale, et c'est Stanislas qui se charge de cet interrogatoire délicat, accompagné d'une psychologue chargée de garantir que la parole de l'adolescente puisse émerger sans contrainte ni pression excessive. L'atmosphère qui entoure cet échange est lourde, presque suspendue, comme si chacun pressentait que ce moment allait faire basculer définitivement l'enquête. Lorsque Lucie commence à parler, ses mots s'inscrivent d'abord dans une hésitation palpable, mais très vite, une forme de cohérence se dégage de son récit, révélant avec une précision progressive le rôle qu'a joué Noémie dans toute cette affaire. Elle explique comment, incapable de communiquer avec son père, elle s'est tournée vers celle qui lui offrait une écoute attentive, une compréhension sans jugement, une présence constante dans un moment de fragilité. Cette relation, qui aurait dû être protectrice, apparaît désormais comme le terrain idéal pour une influence insidieuse, d'autant plus efficace qu'elle se présentait sous les traits de la bienveillance. Le récit de Lucie met en lumière un élément déterminant, l'évolution des demandes formulées par celui qu'elle connaissait sous le nom d'Elliot. Ce qui avait commencé comme un échange apparemment anodin s'était progressivement transformé en une pression plus insistante, notamment autour de l'envoi de photos, créant chez elle un malaise qu'elle n'osait exprimer. À chaque étape, Noémie intervenait, affirmant avoir pris les choses en main, prétendant avoir supprimé les contenus problématiques et assuré que tout danger avait disparu, ce qui, avec le recul, révèle une capacité inquiétante à contrôler la perception de la situation. À mesure que les paroles de Lucie se déploient, Patrick Nebout et Stanislas prennent pleinement conscience de la portée de ce témoignage, qui ne constitue pas seulement un éclairage supplémentaire, mais bien une pièce centrale venant confirmer que Noémie n'était pas un élément périphérique de l'affaire, mais son véritable pivot. Cette révélation agit comme un déclencheur, permettant de relier entre eux des faits jusque-là épars et d'orienter définitivement les soupçons dans une seule direction. Parallèlement, l'inquiétude de Patrick s'intensifie face à l'absence inexpliquée de Vadim, dont le comportement récent ne cesse de l'interroger. La veille encore, l'homme était submergé par une détresse visible, laissant transparaître une implication émotionnelle profonde dans cette affaire, et ce silence soudain, cette disparition sans explication, ne peut être interprété comme un simple hasard. Peu à peu, une hypothèse s'impose dans l'esprit de Patrick, aussi dérangeante que plausible. Vadim pourrait avoir découvert la vérité concernant Noémie et, au lieu de la dénoncer, aurait choisi de rester à ses côtés. Cette perspective introduit une dimension nouvelle dans l'enquête, car elle ne relève plus uniquement de la logique criminelle, mais d'un conflit intérieur où les sentiments prennent le pas sur la raison. L'idée qu'un individu puisse protéger une personne malgré la connaissance de ses actes les plus graves transforme l'affaire en une tragédie humaine, où la frontière entre complicité et dévouement devient difficile à tracer. Pendant ce temps, dans un registre apparemment plus léger mais tout aussi révélateur des tensions sous-jacentes du Mistral, Zoé expose à Louis les objets qu'elle a dérobés, comme si cet aveu constituait une tentative maladroite de reprendre le contrôle sur ses propres dérives. Derrière cette accumulation d'objets se dessine un besoin de réparation, une volonté implicite de corriger ses erreurs,
que Louis saisit immédiatement en lui proposant une solution discrète pour restituer les biens à leurs propriétaires sans provoquer de nouvelles conséquences. À cet instant précis, tandis que certaines trajectoires cherchent encore à se redresser, d'autres basculent irrémédiablement. Car du côté de Morgane, l'observation attentive qu'elle mène depuis plusieurs jours trouve enfin une confirmation inquiétante. Les incohérences qu'elle avait perçues chez Noémie, ces détails infimes qui ne s'alignaient pas, prennent soudain tout leur sens à mesure que les informations remontent et que les noms des victimes s'assemblent dans une logique implacable. Les différents dossiers, longtemps traités comme des affaires distinctes, révèlent une structure commune, un mode opératoire qui, une fois identifié, ne laisse plus place au doute. Chaque élément, chaque victime, chaque circonstance converge vers une même conclusion, qui s'impose désormais avec une évidence brutale. Au cœur de cette construction méthodique se trouve Noémie. Cette certitude, une fois formulée, agit comme une onde de choc silencieuse, car elle oblige chacun à reconsidérer l'ensemble des événements passés sous un angle nouveau, où chaque geste, chaque parole, chaque absence prend une signification différente. Au même moment, loin du regard des enquêteurs, une autre scène se joue, plus intime, mais tout aussi décisive. Face à Vadim, Noémie ne cherche plus à nier ni à fuir la réalité. Le moment de la dissimulation est révolu, et dans une forme de calme presque déroutante, elle accepte de révéler ce qu'elle a été jusque-là. Cet aveu, loin de provoquer une rupture immédiate, agit au contraire comme un révélateur du lien qui unit les deux personnages. Vadim, confronté à cette vérité, ne réagit pas par le rejet ou la peur, mais par une forme d'adhésion émotionnelle qui dépasse toute logique rationnelle. Là où d'autres verraient un monstre, il perçoit une complexité, une souffrance, une justification implicite qui l'empêche de se détacher d'elle. Ce choix, qui se dessine dans le silence plus que dans les mots, scelle un basculement irréversible, car il transforme Vadim d'observateur potentiel en allié actif, prêt à assumer les conséquences d'une décision qui le place en opposition directe avec la loi. À cet instant précis, l'enquête change de nature. Ce qui n'était encore qu'une traque devient une course contre le temps, car les forces en présence ne sont plus équilibrées. D'un côté, une police qui vient à peine de comprendre l'ampleur de la menace. De l'autre, deux individus liés par un attachement absolu, désormais prêts à fuir ensemble, sans plan, sans certitude, mais avec une détermination qui pourrait les rendre encore plus dangereux. Sans encore en mesurer pleinement les conséquences, Patrick Nebout est sur le point de perdre l'avantage qu'il venait à peine de gagner. Et dans cette bascule silencieuse, c'est toute l'affaire qui s'apprête à entrer dans une phase bien plus imprévisible, où la logique des faits risque d'être dépassée par la puissance des choix humains. Dans le prolongement direct des révélations qui viennent de bouleverser l'équilibre déjà fragile de l'enquête, une tension nouvelle s'installe, plus dense, plus urgente, comme si chaque minute qui passe rapprochait inexorablement les protagonistes d'un point de rupture. Au commissariat, Patrick Nebout ne cherche même plus à masquer son inquiétude, car désormais, les faits ne laissent plus de place au doute. Noémie n'est plus une simple suspecte, elle est devenue l'élément central d'un système criminel dont les ramifications s'étendent bien au-delà de ce que l'on imaginait initialement. L'analyse des dossiers des victimes, menée avec Jean-Paul Bauer et Stanislas, révèle une cohérence troublante, presque méthodique, qui transforme une succession d'affaires isolées en une construction parfaitement orchestrée. Chaque nom évoqué, chaque circonstance étudiée, chaque détail jusque-là considéré comme secondaire s'inscrit désormais dans une logique globale, où le hasard semble avoir été soigneusement éliminé au profit d'une intention précise. Le cas de Lenoir, notamment, prend une importance particulière. L'hypothèse selon laquelle il aurait lui-même créé le profil d'Elliot pour approcher Lucie se confirme progressivement, mais cette manipulation initiale apparaît désormais comme une pièce d'un mécanisme plus vaste, dans lequel Noémie aurait joué un rôle déterminant. Ce qui, au départ, pouvait passer pour une tentative isolée de manipulation numérique devient alors l'un des premiers maillons d'une chaîne qui mène directement aux crimes les plus graves. Bauer, confronté à ces conclusions, ressent une forme de vertige, car au-delà de l'enquête, c'est la protection de sa fille qui se retrouve remise en question. Il repense au moment où Lucie refusait de lui parler, au silence qu'il n'a pas su interpréter, au regard qu'il n'a pas su comprendre, et cette prise de conscience tardive agit comme une blessure profonde, nourrissant en lui un mélange de culpabilité et de colère difficile à contenir. Dans le même temps, l'état émotionnel de Lucie reste au cœur des préoccupations, car si elle a permis de faire avancer l'enquête de manière décisive, elle demeure une victime directe de cette manipulation psychologique. Sous la surveillance de Léa Nebout, elle tente de digérer une vérité qui bouleverse entièrement sa perception des événements, notamment en réalisant que celui qu'elle croyait être Elliot n'était autre que Lenoir,
et que la personne en qui elle avait placé toute sa confiance n'avait jamais cessé de lui mentir. Cette prise de conscience, progressive mais implacable, agit comme une fracture intérieure, car elle oblige Lucy à réévaluer chaque interaction passée, chaque conseil reçu, chaque moment partagé avec Noémie, en les replaçant dans un contexte de manipulation dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Pendant que l'enquête progresse, un autre élément vient renforcer l'inquiétude générale, l'absence persistante de Vadim. Ce silence prolongé ne peut plus être interprété comme une simple coïncidence, et Patrick, en particulier, ressent avec une acuité grandissante que cette disparition est directement liée aux révélations en cours. L'image de Vadim en larmes, aperçue la veille, contraste violemment avec cette absence totale de communication, comme si un basculement s'était produit entre ces deux instants. Peu à peu, une hypothèse s'impose, non pas comme une certitude absolue, mais comme une possibilité suffisamment crédible pour orienter les décisions à venir. Vadim pourrait avoir choisi de rester auprès de Noémie, malgré la connaissance de ses actes, transformant ainsi une relation affective en un engagement total, prêt à défier toute logique. Dans ce contexte, Patrick envisage la situation sous un angle plus large, comprenant que la dynamique entre Noémie et Vadim dépasse le simple cadre d'une relation classique. Il ne s'agit plus d'une influence unilatérale, mais d'un lien réciproque, presque fusionnel, où chacun semble trouver dans l'autre une justification à ses propres choix, aussi extrêmes soient-ils. Cette compréhension modifie profondément l'approche de l'enquête, car elle implique que toute tentative d'interpellation devra tenir compte de cette solidarité potentiellement dangereuse. Pendant ce temps, au Mistral, des événements en apparence secondaires continuent de se dérouler, révélant pourtant, à leur manière, les fractures et les tentatives de réparation qui traversent les différents personnages. Zoé, en montrant à Louis les objets qu'elle a dérobés, ne cherche pas simplement à partager un fait, mais semble exprimer un besoin de reconnaissance, voire de rédemption. La manière dont elle expose ces objets, sans fierté ni provocation, traduit une prise de conscience encore fragile, mais réelle, de la portée de ses actes. Louis, de son côté, adopte une posture pragmatique, comprenant que la culpabilité de Zoé peut être transformée en action constructive. En lui proposant de restituer discrètement les biens volés, il lui offre une voie de sortie, une possibilité de corriger ses erreurs sans s'exposer immédiatement aux conséquences judiciaires, ce qui, dans le contexte global de l'épisode, apparaît comme un contrepoint intéressant à la spirale irréversible dans laquelle Noémie s'est engagée. Cependant, cette tentative de réparation reste marginale face à l'accélération dramatique qui se joue ailleurs. Car du côté de Morgan, la situation bascule définitivement. Après avoir observé Noémie avec une attention croissante, elle se retrouve confrontée à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. Les informations qui remontent, combinées à ses propres intuitions, dessinent un tableau suffisamment clair pour justifier une intervention rapide. Mais cette vigilance ne suffit pas. Car au moment même où les enquêteurs commencent à consolider leurs certitudes, Noémie et Vadim, eux, ont déjà pris une décision qui change radicalement la donne. Dans un espace clos, à l'abri des regards, Noémie, consciente que son identité de tueuse à l'origami est désormais sur le point d'être révélée publiquement, ne cherche plus à élaborer de stratégies complexes. Elle agit avec une forme de lucidité brutale, presque détachée, comme si la fuite représentait moins une tentative de survie qu'une conséquence logique de son parcours. Vadim, quant à lui, se tient à ses côtés avec une détermination qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Loin d'être paralysé par la révélation des crimes, il semble au contraire s'ancrer davantage dans cette relation, comme si l'aveu de Noémie avait renforcé le lien qui les unit au lieu de le briser. Cette réaction, incompréhensible d'un point de vue extérieur, trouve pourtant sa cohérence dans la manière dont il perçoit Noémie, non pas comme une criminelle, mais comme une personne façonnée par une violence qu'il considère, d'une certaine manière, légitime. C'est dans cet état d'esprit que la situation atteint un point critique. Lorsque Morgan tente de maintenir une forme de surveillance, Noémie et Vadim anticipent le danger et prennent l'initiative. L'attaque est rapide, précise, sans hésitation. Une injection suffit à neutraliser Morgan, la laissant hors d'état d'agir, transformant en quelques secondes une surveillance discrète en une scène d'urgence médicale. Ce geste, loin d'être impulsif, révèle une capacité d'adaptation et une absence de scrupules qui confirment définitivement la dangerosité de Noémie. Il ne s'agit plus seulement de crimes passés, mais d'une menace active, immédiate, capable de se manifester à tout moment pour garantir sa fuite. Lorsque l'alerte est donnée et que Jean-Paul Bauer et Stanislas arrivent sur place, la situation est déjà hors de contrôle. Morgan est prise en charge en urgence, et la présence d'un origami sur les lieux agit comme une signature macabre,
une confirmation supplémentaire que Noémie n'a jamais cessé d'assumer, d'une certaine manière, son identité de tueuse. Pendant ce temps, Noémie et Vadim s'éloignent déjà du Mistral. Leur fuite ne repose sur aucun plan structuré, aucune destination précise, mais sur une impulsion commune, une nécessité immédiate de disparaître avant que l'étau ne se resserre définitivement. Cette absence de préparation traduit à la fois l'urgence de la situation et la nature profondément émotionnelle de leur décision. Au cours de leur fuite, Noémie, dans un moment de lucidité troublante, évoque la possibilité que Vadim se rende, qu'il se présente comme une victime de son influence, qu'il tente de se dissocier d'elle pour échapper aux conséquences. Cette suggestion, loin d'être une tentative de manipulation, semble plutôt relever d'une forme de lucidité froide, comme si elle reconnaissait elle-même la gravité de ses actes et l'inévitabilité de leur issue. Mais Vadim refuse. Ce refus n'est pas impulsif, ni même véritablement argumenté, il s'impose comme une évidence intérieure, une conviction profonde qui dépasse toute logique rationnelle. En choisissant de rester auprès de Noémie, il accepte implicitement de partager son destin, quelles qu'en soient les conséquences. C'est dans ce contexte que Noémie franchit une nouvelle étape en reconnaissant explicitement avoir tué Darius Cassian, un aveu qui, loin de provoquer une rupture, renforce paradoxalement la position de Vadim, qui interprète cet acte à travers une grille de lecture personnelle, où la notion de justice se substitue à celle de crime. À cet instant, la frontière entre le bien et le mal se brouille définitivement pour lui. Et tandis que leur silhouette disparaît peu à peu, emportée par une fuite sans direction claire, une certitude s'impose. L'affaire vient de franchir un point de non-retour. Désormais, il ne s'agit plus seulement de comprendre. Il faut arrêter. À mesure que la fuite de Noémie et Vadim se confirme, l'enquête change de rythme et de nature, passant d'une phase d'analyse à une dynamique d'urgence où chaque décision doit être prise dans l'instant, avec la conscience aiguë que le moindre retard peut permettre aux fugitifs de disparaître définitivement. Au commissariat, Patrick Nebou ne se contente plus de coordonner. Il s'implique directement, porté par une tension intérieure qui dépasse la simple responsabilité professionnelle et touche à une forme de nécessité personnelle de mettre fin à une spirale qu'il sent devenue incontrôlable. L'intervention auprès de Morgan, retrouvée inerte après l'injection administrée par Noémie, agit comme un électrochoc pour l'ensemble de l'équipe. Le geste n'est pas seulement une tentative de fuite, mais une démonstration claire que Noémie est prête à neutraliser quiconque se mettra en travers de sa route, sans hésitation, sans remords apparent. Cette escalade dans la violence transforme immédiatement la perception de la menace, qui n'est plus théorique mais imminente, et impose une réaction rapide. Dans la chambre où Morgan a été retrouvé, les éléments laissés sur place prennent une valeur symbolique autant qu'opérationnelle. L'origami, posé comme une signature silencieuse, confirme une dernière fois l'identité de la tueuse, mais il agit aussi comme une provocation implicite, comme si Noémie assumait pleinement ce qu'elle est devenue, refusant toute tentative de dissimulation à ce stade de son parcours. Pour Jean-Paul Bauer et Stanislas, ce détail renforce la certitude que la fuite actuelle n'est pas une réaction désorganisée, mais la continuation logique d'un comportement structuré où chaque acte, même dans l'urgence, conserve une cohérence interne. Pendant ce temps, l'état de Morgan mobilise l'attention de tous, car au-delà de son rôle dans l'enquête, elle incarne désormais une victime directe des choix de Noémie. L'arrivée des secours et la prise en charge médicale instaurent une parenthèse dans la progression de l'affaire, mais cette parenthèse est trompeuse, car elle ne suspend en rien la course qui s'est engagée entre les enquêteurs et les fugitifs. Au contraire, elle souligne la gravité de la situation, rappelant que chaque minute perdue peut avoir des conséquences irréversibles. Dans le même temps, la réflexion de Patrick s'oriente vers un aspect qu'il n'avait jusque-là abordé qu'en filigrane, la nature du lien entre Noémie et Vadim. Ce qui apparaissait initialement comme une relation déséquilibrée, où l'un exercerait une emprise sur l'autre, se révèle progressivement plus complexe, plus ambigu, presque symbiotique. Vadim ne semble pas agir sous contrainte, mais par choix, un choix qui s'ancre dans une perception profondément subjective de la réalité, où les actes de Noémie trouvent une justification qui échappe à toute logique extérieure. Cette compréhension modifie profondément l'approche stratégique de l'enquête, car elle implique que toute tentative de séparation entre les deux individus risque de se heurter à une résistance conjointe, renforcée par une loyauté mutuelle qui dépasse les considérations rationnelles. Dans ce contexte, Patrick sait que l'interpellation ne pourra pas être menée de manière classique, car elle devra anticiper une réaction imprévisible, potentiellement dangereuse. Parallèlement, Lucie continue d'assimiler les conséquences des révélations qu'elle a elle-même contribué à faire émerger.
Installée auprès de Léa Nebou, elle tente de reconstruire un récit cohérent à partir de souvenirs désormais altérés par la connaissance de la vérité. Chaque interaction passée avec Noémie prend une nouvelle signification, chaque parole prononcée se charge d'un double sens qu'elle n'avait pas perçu sur le moment, et cette relecture constante agit comme une épreuve intérieure difficile à surmonter. L'absence de Noémie, qui aurait dû la soulager, laisse au contraire un vide troublant, car elle réalise que la personne qui l'a manipulée était aussi celle qui l'écoutait le plus, celle qui comprenait ses silences, ses peurs, ses hésitations. Cette ambivalence émotionnelle rend sa position particulièrement fragile, oscillant entre la colère et une forme de tristesse diffuse, liée à la perte d'un repère qui, même falsifié, avait structuré une partie de son quotidien. Dans un registre différent mais parallèle, Zoé et Louis mettent en œuvre le plan évoqué précédemment, cherchant à restituer discrètement les objets volés. Cette démarche, qui pourrait sembler anecdotique au regard des événements majeurs, s'inscrit en réalité dans une logique de réparation qui contraste fortement avec la trajectoire de Noémie. Là où cette dernière s'enfonce dans une fuite irréversible, Zoé tente, à son échelle, de revenir en arrière, de corriger ses erreurs avant qu'elles ne produisent des conséquences plus graves. Louis, en orchestrant cette restitution avec prudence, agit comme un guide, non pas en imposant une morale, mais en proposant une voie concrète vers une forme de rédemption. Ce parallèle, discret mais significatif, met en lumière la diversité des réactions face à la faute, certains choisissant la fuite et la confrontation, d'autres la réparation et la responsabilité. Pendant ce temps, la cavale de Noémie et Vadim se poursuit, marquée par une absence totale de planification qui rend leur trajectoire difficile à anticiper. Ils avancent sans direction précise, guidés par une nécessité immédiate de s'éloigner, de gagner du temps, sans véritable stratégie à long terme. Cette errance n'est pas seulement géographique, elle est aussi mentale, traduisant un état où l'urgence prend le pas sur toute réflexion structurée. Au cours de leur fuite, une tension particulière s'installe entre eux, non pas sous la forme d'un conflit, mais comme une confrontation silencieuse entre deux perceptions du futur. Noémie, dans un moment de lucidité, envisage la possibilité que Vadim se détache d'elle, qu'il choisisse de se rendre pour limiter les conséquences, reconnaissant implicitement que la situation est devenue insoutenable. Cette suggestion ne s'inscrit pas dans une logique de manipulation, mais plutôt dans une forme de constat froid, presque fataliste, où elle accepte l'idée que leur trajectoire ne peut que se terminer par une chute. Cependant, Vadim rejette cette perspective sans hésitation, non pas par ignorance des risques, mais parce qu'il refuse d'envisager une réalité où il serait séparé de Noémie. Ce refus, loin d'être impulsif, s'enracine dans une conviction profonde, où l'attachement qu'il ressent dépasse toute considération extérieure, au point de redéfinir pour lui les notions mêmes de justice et de culpabilité. C'est dans ce contexte que l'aveu de Noémie concernant le meurtre de Darius Cassian prend une dimension particulière. Ce qui, dans un autre cadre, aurait pu provoquer une rupture définitive, agit ici comme un élément de consolidation du lien, Vadim interprétant cet acte non pas comme une preuve de monstruosité, mais comme une réponse à une violence antérieure, transformant ainsi la perception du crime en une forme de justification morale. Cette inversion des repères, où le crime devient légitime aux yeux de celui qui en prend connaissance, marque un point de bascule dans la dynamique du duo, car elle supprime toute possibilité de retour à une lecture objective des faits. À partir de cet instant, Vadim ne peut plus être considéré comme un simple témoin ou un proche, mais comme un acteur à part entière de la situation, engagé dans une trajectoire qui le place en opposition directe avec les forces de l'ordre. Au commissariat, sans encore disposer de toutes les informations, Patrick ressent néanmoins que la situation lui échappe progressivement. Les indices s'accumulent, les certitudes se renforcent, mais le temps joue désormais contre lui, car Noémie et Vadim ont pris une avance qui pourrait s'avérer décisive. La coordination des équipes s'intensifie, les recherches s'élargissent, mais l'absence de direction claire dans la fuite des deux suspects complique considérablement les opérations. Cette incertitude, loin de ralentir l'enquête, la rend plus tendue, plus nerveuse, car chaque piste doit être explorée rapidement, sans garantie de succès, dans une logique où l'intuition prend parfois le pas sur la méthode. Dans ce contexte, une chose devient évidente pour tous, l'affaire a franchi un seuil critique. Il ne s'agit plus seulement de résoudre une série de crimes. Il s'agit d'empêcher une tragédie de s'aggraver. La situation, déjà fragile, bascule définitivement dans une phase où chaque élément devient critique, chaque retard potentiellement fatal, et où la frontière entre enquête maîtrisée et poursuite désordonnée commence à s'effriter dangereusement. Au commissariat,
Patrick Nebout ressent avec une acuité grandissante que le temps joue désormais contre lui, car malgré la solidité des déductions et la cohérence des preuves, l'essentiel lui échappe encore, la localisation de Noémie et de Vadim. L'enquête, qui avait enfin atteint un niveau de clarté suffisant pour identifier formellement la tueuse à l'origami, se heurte à présent à une difficulté bien plus concrète, presque brutale dans sa simplicité: trouver deux individus qui n'ont rien à perdre et qui avancent sans plan prévisible. Cette absence de structure dans leur fuite, loin de constituer une faiblesse, devient un avantage tactique inattendu, car elle rend toute anticipation particulièrement complexe. Dans ce contexte, Jean-Paul Bauer se montre particulièrement affecté, non seulement en tant que policier, mais aussi en tant que père, car chaque développement de l'affaire lui rappelle indirectement le danger auquel sa propre fille a été exposée. L'idée que Lucie ait pu être manipulée, utilisée comme un levier dans un engrenage criminel, agit comme une blessure persistante, alimentant en lui une détermination presque viscérale à mettre fin à cette cavale. Cette détermination est cependant tempérée par une réalité qu'il ne peut ignorer. Noémie n'est pas seule, et la présence de Vadim modifie profondément la dynamique de la situation. Ce dernier, loin d'être un simple accompagnateur, s'est progressivement imposé comme un élément central, capable d'influencer les décisions, de soutenir Noémie, et potentiellement de compliquer toute tentative d'interpellation. Dans le même temps, l'état de Morgan, bien que stabilisé, continue de peser sur l'ensemble de l'équipe, car son agression constitue un rappel concret de la dangerosité immédiate de Noémie. L'acte, rapide et maîtrisé, démontre une capacité à agir sans hésitation face à une menace, ce qui renforce l'idée que toute confrontation directe devra être menée avec une extrême prudence. Parallèlement, Stanislas poursuit l'analyse des éléments recueillis, cherchant à identifier des schémas, des habitudes, des points de repère qui pourraient permettre de réduire l'incertitude liée à la fuite des suspects. Chaque détail est examiné, chaque connexion explorée, dans l'espoir de faire émerger une logique qui, jusqu'à présent, semble se dérober. Dans cette recherche, le rôle de Lucie reste central, non pas pour ce qu'elle peut encore révéler, mais pour ce qu'elle a déjà permis de comprendre. Son témoignage, en mettant en lumière la manière dont Noémie a manipulé les événements autour du faux Elliot, a ouvert une perspective nouvelle sur le fonctionnement de la tueuse, révélant une capacité à anticiper, à contrôler, à intervenir au moment opportun pour orienter les situations dans le sens souhaité. Cette capacité d'adaptation se retrouve dans la fuite actuelle, où Noémie semble agir avec une forme de lucidité froide, consciente des risques, mais également des failles du système qu'elle cherche à éviter. Elle ne se précipite pas de manière désordonnée, mais ajuste ses déplacements en fonction de ce qu'elle perçoit comme des menaces immédiates, transformant chaque instant en une décision stratégique. À ses côtés, Vadim continue de jouer un rôle déterminant, non seulement par sa présence, mais par la manière dont il soutient Noémie, lui offrant une forme de stabilité émotionnelle qui lui permet de maintenir un certain contrôle malgré la pression. Cette relation, qui pourrait apparaître comme une faiblesse, se révèle au contraire comme un facteur de cohésion, renforçant leur capacité à agir ensemble, à prendre des décisions rapides, à s'adapter aux circonstances. Cependant, cette cohésion repose sur un équilibre fragile, car elle est alimentée par une perception altérée de la réalité, où les actes de Noémie sont interprétés à travers une grille morale personnelle, éloignée des normes sociales et juridiques. Vadim, en particulier, semble avoir redéfini pour lui-même les notions de bien et de mal, intégrant les crimes de Noémie dans une logique où la violence devient une réponse acceptable à une injustice perçue. Dans ce contexte, les échanges entre eux prennent une dimension particulière, non pas tant par leur contenu que par ce qu'ils révèlent de leur état d'esprit. Noémie, à plusieurs reprises, laisse transparaître une forme de lucidité quant à l'issue probable de leur fuite, évoquant implicitement la possibilité d'une fin inévitable, tandis que Vadim, lui, refuse de s'inscrire dans cette perspective, préférant s'ancrer dans le présent, dans cette fuite qui, pour lui, représente une manière de prolonger leur lien, de retarder l'inévitable. Pendant ce temps, au Mistral, les répercussions de l'affaire continuent de se faire sentir, même dans les situations les plus anodines. Blanche, par exemple, exprime une irritation croissante envers Luna, liée à des tensions personnelles qui, bien que sans rapport direct avec l'enquête, contribuent à créer une atmosphère générale de nervosité. Cette fatigue émotionnelle, visible chez plusieurs personnages, témoigne de l'impact indirect de l'affaire sur l'ensemble de la communauté, où chacun, à sa manière, ressent les conséquences de ce qui se joue. Dans un registre plus discret, Zoé et Louis poursuivent leur démarche de restitution, mettant en œuvre un plan minutieux pour rendre les objets volés sans attirer l'attention. Cette action, presque invisible dans le tumulte général, constitue pourtant un contraste fort avec la trajectoire de Noémie, illustrant deux réponses opposées face à la faute,
l'une cherchant à réparer, l'autre s'enfonçant dans une fuite irréversible. Au fil des heures, l'écart entre les enquêteurs et les fugitifs se transforme en une véritable course, où chaque décision prise d'un côté influence les possibilités de l'autre. Patrick, conscient de cette dynamique, intensifie les recherches, mobilise les équipes, explore toutes les pistes disponibles, mais se heurte à une réalité frustrante. Sans éléments concrets pour localiser Noémie et Vadim, chaque effort reste hypothétique. Cette frustration, loin de le paralyser, alimente au contraire sa détermination, car il comprend que l'enjeu dépasse désormais la simple résolution d'une affaire criminelle. Il s'agit d'empêcher une escalade, de prévenir de nouvelles victimes, de mettre fin à une trajectoire qui, si elle se prolonge, ne pourra que s'aggraver. Dans cette tension permanente, une certitude s'impose peu à peu à tous les acteurs de l'enquête, le temps de l'analyse est terminé. Il faut désormais agir, même dans l'incertitude. Car quelque part, dans une fuite sans direction, deux individus continuent d'avancer, portés par une logique qui échappe à toute prévision. Et tant qu'ils restent libres, le danger persiste. À ce stade de l'affaire, une transformation silencieuse mais irréversible s'opère, comme si tous les événements précédents, toutes les révélations, toutes les hésitations avaient conduit à un point de tension où plus aucun retour en arrière n'est possible. Au commissariat, Patrick Nebaud en a pleinement conscience, et cette lucidité nouvelle ne le rassure pas, bien au contraire, car elle lui impose d'accepter que malgré la clarté des faits, malgré la solidité des conclusions, il se trouve désormais confronté à une situation qui échappe en partie à toute maîtrise. L'identification de Noémie comme tueuse à l'origami constitue une avancée décisive sur le plan théorique, mais cette certitude se heurte à une réalité bien plus complexe, celle d'une cavale imprévisible, portée par deux individus dont les motivations dépassent le simple instinct de survie. La présence de Vadim, en particulier, introduit une dimension supplémentaire, transformant la fuite en une dynamique relationnelle où chaque décision est influencée par un attachement mutuel qui semble résister à toute logique extérieure. Dans ce contexte, Patrick comprend progressivement que l'enjeu ne réside plus uniquement dans l'arrestation de Noémie, mais dans la capacité à anticiper les comportements d'un duo qui fonctionne désormais comme une entité unique, soudée par une perception commune de la réalité. Cette compréhension modifie en profondeur son approche, car elle implique de penser au-delà des schémas habituels, d'envisager des réactions qui ne répondent pas aux normes classiques, et d'accepter une part d'incertitude qu'il ne peut réduire. Parallèlement, Jean-Paul Bauer reste profondément marqué par les conséquences personnelles de l'affaire, notamment en ce qui concerne Lucie. Le fait que sa propre fille ait été impliquée, même indirectement, dans un réseau de manipulation orchestré par Noémie agit comme une blessure persistante, nourrissant en lui une volonté de justice qui dépasse la simple obligation professionnelle. Cette implication émotionnelle, bien que source de détermination, constitue également un risque, car elle pourrait altérer son jugement dans un moment critique. Dans le même temps, Lucie continue de reconstruire son rapport à la réalité, oscillant entre la compréhension progressive des événements et le poids émotionnel de la trahison subie. Sous la présence attentive de Léa Nebaud, elle tente de redonner un sens à ce qu'elle a vécu, mais cette reconstruction s'avère lente et fragile, car elle implique de déconstruire une relation qui, malgré sa dimension manipulatrice, lui avait apporté un certain réconfort. Cette ambivalence rend son processus d'acceptation particulièrement complexe, révélant la profondeur des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans l'emprise exercée par Noémie. Pendant ce temps, la cavale se poursuit, toujours sans direction précise, mais avec une intensité croissante. Noémie, consciente de la situation, semble évoluer dans un état de lucidité paradoxale, où elle accepte la gravité de ses actes tout en refusant d'en subir immédiatement les conséquences. Cette attitude, loin d'être contradictoire, traduit une forme de détachement progressif, comme si la fuite constituait moins une tentative d'échapper à la justice qu'un prolongement naturel de son parcours. À ses côtés, Vadim continue de jouer un rôle central, non seulement en la soutenant, mais en participant activement à la construction d'un récit dans lequel les actes de Noémie trouvent une justification. Cette relecture des événements, profondément subjective, permet de maintenir une cohérence interne qui renforce leurs liens, mais qui les éloigne encore davantage de toute possibilité de retour à une perception objective de la réalité. Dans un moment de relative accalmie au cours de leur fuite, Noémie évoque à nouveau la possibilité que Vadim se rende, suggérant implicitement qu'il pourrait se présenter comme une victime de son influence, ce qui lui offrirait une chance d'échapper aux conséquences les plus lourdes. Cette proposition, loin d'être une tentative de manipulation, apparaît comme une reconnaissance lucide de la situation, une manière d'introduire une alternative dans une trajectoire qui semble vouée à l'échec. Cependant,
Vadim refuse une fois encore, et ce refus, répété, confirme définitivement son engagement. Il ne s'agit plus d'un choix ponctuel, mais d'une position assumée, ancrée dans une vision du monde où l'attachement qu'il ressent pour Noémie prime sur toute autre considération. Cette décision, en apparence irrationnelle, constitue en réalité le cœur du drame qui se joue, car elle transforme une relation affective en une alliance contre le reste du monde. Dans le même temps, au Mistral, les tensions secondaires continuent de se manifester, notamment entre Blanche et Luna, dont la relation est mise à l'épreuve par des frustrations accumulées. Ces conflits, bien que périphériques, participent à l'atmosphère générale de fragilité qui caractérise cet épisode, où chaque personnage semble confronté à ses propres limites, à ses propres contradictions. De leur côté, Zoé et Louis poursuivent leur tentative de réparation, réussissant peu à peu à restituer les objets volés sans attirer l'attention. Cette démarche, discrète mais significative, illustre une possibilité de rédemption qui contraste fortement avec la trajectoire de Noémie, soulignant que face à la faute, plusieurs chemins restent possibles, certains menant à la réparation, d'autres à la fuite. Au commissariat, la pression atteint un niveau critique, car malgré les efforts déployés, les informations concrètes permettant de localiser les fugitifs restent insuffisantes. Patrick, conscient de cette limite, doit composer avec une frustration croissante, tout en maintenant une stratégie cohérente, évitant de céder à la précipitation qui pourrait compromettre l'ensemble de l'opération. Dans cette tension extrême, une prise de conscience s'impose peu à peu. L'affaire ne pourra pas se résoudre uniquement par la logique ou la force, car elle implique des facteurs humains, émotionnels, irrationnels, qui rendent toute prévision incertaine. Cette dimension, difficile à maîtriser, constitue à la fois le principal obstacle et la clé potentielle de la résolution. Car quelque part, dans cette fuite sans destination, Noémie et Vadim avancent encore, portés par une conviction qui les isole du reste du monde, mais qui les lie l'un à l'autre avec une intensité rare. Et tandis que les enquêteurs se rapprochent lentement de la vérité, une question demeure, suspendue, lourde de conséquences. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour ne pas être séparés ?